Les Hauts de Hurlevent. Émilie Brontë. Chapitre 32. En ce mois de décembre, j'ai été invitée à dévaster dans le nord les landes d'un ami, et en me rendant chez lui, je me suis trouvée sans m'y attendre à une quinzaine de milles de Gimmerton. Le palefrenier d'une auberge au bord de la route tenait un seau devant mes chevaux pour les abreuver. Quand vint à passer une charrette d'avoine très verte, fraîchement coupée, il remarqua. « Ça vient de Gimmerton, pour sûr. Ils sont toujours en retard de 3 semaines sur les autres pour la moisson. » « Gimmerton » répétai-je. Mon séjour dans cette localité n'était déjà plus qu'un souvenir vague, comme un rêve. « Ah oui, je sais. À quelle distance est-ce d'ici ? Peut-être ben 14 milles. Par la montagne et une mauvaise route, » répondit l'homme. Je me sentais soudain poussé à revoir Fröscroche-Grange. Il était à peine midi, et je pensais qu'autant valait passer la nuit sous mon propre toit que dans une auberge. Outre cela, je pouvais facilement prendre un jour pour régler mes affaires avec mon propriétaire et m'épargner ainsi la peine de revenir dans le pays. Après m'être reposé un moment, je dis à mon domestique de s'informer du chemin qui conduisait au village. Avec beaucoup de fatigue pour nos montures, nous arrivâmes à franchir la distance en 3 heures. Je laissai mon domestique dans le village et descendis seul la vallée. L'église grise paraissait plus grise, et le cimetière solitaire plus solitaire. Je distinguai un troupeau de moutons de la lande qui broutaient l'herbe courte sur les tombes. Le temps était doux, chaud, trop chaud pour le voyageur, mais la chaleur ne m'empêchait pas de jouir du délicieux paysage qui s'étendait au-dessus et au-dessous de moi. Si nous eussions été plus près d'août, je suis sûre que j'aurais été tentée de passer un mois dans cette solitude. En hiver, rien de plus lugubre. En été, rien de plus divin que ces vallons resserrés entre les collines et que ces tertres aux escarpements hardis, couverts de bruyères. J'atteignis la grange avant le coucher du soleil. Je frappai, mais à en juger par une mince fumée bleue qui montait en spirale de la cheminée de la cuisine, les habitants s'étaient retirés dans les locaux situés derrière la maison. Ils ne m'entendirent pas. J'entrai dans la cour, sous le porche. Une petite fille de 9 ou 10 ans était assise et tricotait. Une vieille femme, appuyée contre les marches cavalières, fumait sa pipe d'un air songeur. « Madame Dean est-elle là ?» lui demandai-je. « Madame Dean ? Non, elle n'habite point ici. Elle est là-haut, à Hurlevent. Est-ce donc vous qui gardez la maison ? Oui, je gardions la maison. Eh bien, je suis monsieur Lockwood, le maître. Y a-t-il une chambre où je puisse loger ? Je voudrais passer la nuit. Et le maître ? S'écria-t-elle tout étonnée. Eh ben, qui c'est qui se serait douté que vous alliez venir ? Vous auriez dû envoyer un mot. Y a pas un coin qui soit sèche et convenable dans toute la maison. Y en a pas un. Elle ôta sa pipe de sa bouche et entra avec précipitation. La petite la suivit, et j'en fis autant. M'apercevant vite que ses dires étaient exacts, et de plus que mon apparition inopportune lui avait presque bouleversé la cervelle, je lui dis de se calmer. J'allais faire un tour. Pendant ce temps-là, elle n'avait qu'à tâcher de préparer un coin dans le salon pour y souper et une chambre à coucher pour y dormir. Inutile de balayer et dépoussiérer. Je ne demandais qu'un bon feu et des draps secs. Elle parut disposée à faire de son mieux, bien qu'elle grattât le grill du foyer avec la balayette au lieu du tisonnier et qu'elle fût un emploi aussi peu judicieux d'autres ustensiles de ménage. Mais je m'en retirerai, me fiant à son zèle pour trouver, quand je rentrerai, un endroit où me reposer. Les Hauts de Hurlevent étaient le but de l'excursion que je projetais. Une arrière-pensée me ramena sur mes pas quand je traversai la cour. « Tout va bien, Hurlevent ?» demandai-je à la femme. « Oui, pour ce que j'en savions, » répondit-elle, et elle disparut avec un poêlon plein de tisons ardents. J'aurais voulu lui demander pourquoi Madame Dean avait abandonné la grange, mais il ne fallait pas songer à la retarder dans une pareille crise. Je fis donc demi-tour et sortis, m'en allant sans me presser. Derrière moi resplendissait le soleil à son déclin. Devant moi se levait la lune dans sa douce gloire. Peu à peu, l'éclat du premier s'affaiblit. Celui de l'autre grandit, tandis que je quittais le parc et que je montais le chemin qui bifurque vers la demeure de M. Heathcliff. Avant que je fusse arrivé en vue des Hauts, il ne restait d'autre jour qu'une lueur ambrée diffuse à l'ouest, mais je voyais chaque caillou du chemin et chaque brin d'herbe grâce à ce clair de lune splendide. Je n'eus ni à escalader la barrière, ni à frapper. Elle céda sous ma main. Voilà un progrès, pensai-je, et mes narines en perçurent un autre. Un parfum de giroflée et de ravenelle se dégageait d'entre les rustiques arbres fruitiers. Portes et fenêtres étaient ouvertes, pourtant, comme c'est l'habitude dans les districts charbonniers, un beau feu rouge illuminait la cheminée. La jouissance que l'œil en éprouve rend supportable la chaleur superflue. La salle des Hurlevent est d'ailleurs si grande que ses occupants ont toujours largement la place de se mettre à l'abri de l'ardeur du foyer. Aussi, ceux qui s'y trouvaient pour le moment s'étaient-ils établis non loin d'une des fenêtres. Je pus, avant d'entrer,
les voir et les entendre parler, et en conséquence, je regardais et j'écoutais, mue par un sentiment de curiosité et d'envie mélangée, qui s'accrut à mesure que je m'attardais davantage. « Contre » disait une voix douce, comme une clochette d'argent. « C'est la 3e fois que je vous le répète, Anne, que vous êtes. Je ne vous le dirai plus. Tâchez de vous en souvenir, ou je vous tire les cheveux. » « Eh bien, contraire, alors, » répondit une autre voix au timbre grave, mais un peu voilé. « Et maintenant, embrassez-moi pour m'être si bien souvenu. »« Non, relisez d'abord correctement, sans une seule faute. » L'interlocuteur masculin commença de lire. C'était un jeune homme convenablement habillé, et assis à une table, un livre devant lui. Son beau visage brillait de plaisir, et ses yeux avaient peine à ne pas se détacher de la page pour se porter sur une petite main blanche appuyée sur son épaule, qui le rappelait à l'ordre d'une bonne tape sur la joue chaque fois qu'il donnait de pareils signes d'inattention. La personne à qui appartenait cette main se tenait derrière lui, ses boucles légères et soyeuses se mêlaient par moments aux mèches noires de l'élève, quand elle se penchait pour surveiller le travail de celui-ci et sa figure. Il était heureux qu'il ne pût pas voir sa figure, car autrement, il n'aurait jamais été attentif à sa leçon. Et je me mordais les lèvres de dépit en pensant que j'avais laissé passer la chance de faire quelque chose de plus que de contempler sa beauté captivante. La leçon s'acheva, non sans autre bévue, mais l'élève réclamait une récompense, et reçut au moins 5 baisers, qu'il rendit d'ailleurs généreusement. Puis ils vinrent à la porte, et, à leur conversation, je jugeai qu'ils allaient sortir et faire une promenade dans la lande. Je supposais que je serais condamné dans le cœur de Hareton Earnshaw, sinon par sa bouche, aux abîmes, au plus profond, abîme des régions infernales, si je laissais voir en ce moment ma malencontreuse personne avec la conscience de ma bassesse et de mon envie. Je me glissais par derrière pour chercher refuge dans la cuisine. De ce côté non plus, je ne rencontrais pas d'obstacle. À la porte était assise ma vieille amie Nelly Dean, qui cousait en fredonnant une chanson, souvent interrompue de l'intérieur par des paroles bourrues, sarcastiques et intolérantes, dont les accents n'avaient rien de musical. J'aimerions 2 fois mieux avoir leurs jurons dans nos oreilles du matin au soir, et ne point vous entendre en tout cas, dit celui qui était dans la cuisine, en réponse à un propos de Nelly qui n'était pas parvenu jusqu'à moi. C'est une pure honte que nous puissions ouvrir le livre sacré sans que vous en offriez les gloires à Satan. Il y a toute l'indigne perversité qu'il y a jamais eu sur la terre. Oh, vous êtes une vraie pop à rien. Et elle en est une autre, et le pauvre gars, il va être perdu entre vous deux, pauvre gars, ajouta-t-il en gémissant. Il a ensorcelé, j'en étais sûr et certain. Oh Seigneur, jugez-les, car il n'y a point de loi, ni point de justice en ce monde. Non, sans quoi nous serions assis sur des fagots en flammes, je suppose, répliqua la chanteuse. Mais taisez-vous, vieillard, et lisez votre Bible comme un chrétien sans vous occuper de moi. C'est le mariage de la fée Anne que je chante, un joli air. Il donne envie de danser. Madame Dean allait recommencer quand je m'avançai. Elle me reconnut aussitôt et sauta debout en s'écriant « Dieu vous bénisse, monsieur Lockwood. Comment avez-vous eu l'idée de revenir ainsi? Tout est fermé à Froscroche Grange. Vous auriez dû nous avertir. » Je me suis arrangée pour m'y installer pendant le peu de temps que j'y resterai. Je repars demain. Mais comment se fait-il que vous soyez plantée ici, Madame Dean? Racontez-moi cela. Zillah a quitté la maison et M. Heathcliff m'a fait venir ici, peu après votre départ pour Londres. Je devais y rester jusqu'à votre retour. Mais entrez donc, je vous en prie. Êtes-vous venu à pied de Gimmerton ce soir? De la grange, pendant qu'on y prépare ma chambre. Je désirerais régler mes comptes avec votre maître, car je ne pense pas en retrouver facilement l'occasion. Quel compte, monsieur? Dit Nelly, en m'introduisant dans la salle. Il n'est pas là pour le moment et il ne rentrera pas de sitôt. C'est au sujet du loyer. Oh alors, c'est avec Madame Heathcliff que vous vous en arrangerez, ou plutôt avec moi. Elle n'a pas encore appris à gérer ses affaires. Je le remplace, et il n'y a personne d'autre. Je parus surpris. Ah, vous n'avez pas entendu parler de la mort de Heathcliff, je vois. Heathcliff? Mort? M'écriai-je étonné. Combien y a-t-il de temps? Il y a 3 mois. Mais asseyez-vous et donnez-moi votre chapeau. Je vais vous mettre au courant. Attendez, vous n'avez encore rien mangé, n'est-ce pas? Je n'ai besoin de rien. J'ai commencé mon souper à la maison. Asseyez-vous aussi. Je n'aurais jamais songé qu'il fût mort. J'étais curieux de savoir comment c'est arrivé. Vous dites que vous ne comptez pas les voir rentrer d'ici quelque temps. Vous voulez parler des jeunes gens? Oui, je suis obligée de les gronder tous les soirs, à cause de leurs promenades trop prolongées. Mais ils ne font guère attention à mes remontrances. Au moins, prenez un peu de notre vieille halle. Cela vous fera du bien, vous avez l'air fatigué. Elle se hâta d'en aller chercher avant que je puisse refuser, et j'entendis Joseph demander si ce n'était pas un scandale criant
qu'elle eût des amoureux à son âge. Et puis, les régaler aux dépens du maître, il avait honte d'assister tranquillement à un pareil spectacle. Elle ne s'arrêta pas pour riposter, mais revint au bout d'1 minute avec une pinte d'argent débordant de mousse, dont je louai le contenu avec la conviction qui me convenait. Puis elle me conta la suite de l'histoire de Heathcliff. Il y avait une fin bizarre, selon son expression. « Je fus mandée à Hurlevent environ 15 jours après que vous nous avez eu quittés, dit-elle. J'obéis avec joie à cause de Catherine. Ma première entrevue avec elle me peina et m'affecta beaucoup, tant elle avait changé depuis notre séparation. M. Heathcliff ne m'expliqua pas les raisons qui lui avaient fait modifier son opinion sur ma venue ici. Il me dit simplement qu'il avait besoin de moi et que la présence de Catherine le fatiguait. Je devais m'installer dans le petit salon où elle se tiendrait avec moi. C'était bien assez qu'il fût obligé de la voir 1 ou 2 fois par jour. Cet arrangement parut plaire à Catherine. Peu à peu, je parvins à me procurer un grand nombre de livres et d'autres objets qui lui avaient servi de distraction à la grange. Et je me flattais que nous pourrions en somme mener une vie assez tolérable. L'illusion ne dura pas longtemps. Catherine, contente au début, devint vite irritable et inquiète. D'abord, il lui était interdit de sortir du jardin, et elle était très contrariée d'être ainsi confinée dans cette étroite enceinte à l'approche du printemps. Puis, les soins du ménage m'obligeaient de la quitter souvent, et elle se plaignait de son isolement. Elle aimait mieux se quereller avec Joseph dans la cuisine que de rester en paix dans sa solitude. Je ne faisais pas attention à leurs escarmouches, mais Ayrton était souvent obligé, lui aussi, de chercher un refuge dans la cuisine, quand le maître voulait avoir la salle pour soi seul. Bien qu'au début, elle quittât la pièce quand il rentrait, ou qu'elle vint tranquillement prendre part à mes occupations en évitant de paraître le remarquer ou de lui adresser la parole, et bien qu'il fût toujours aussi morose et taciturne que possible, au bout de quelque temps, elle changea d'attitude. Elle ne pouvait plus le laisser en paix. Elle lui parlait, elle faisait des commentaires sur sa stupidité et sa paresse. Elle se montrait surprise qu'il ait pu supporter la vie qu'il menait, qu'il pût passer des soirées entières assis à regarder le feu et à somnoler. « On dirait d'un chien, n'est-ce pas, Hélène ?» observa-t-elle un jour, « ou d'un cheval de charrette. Il fait son travail, expédie sa pitance et dort perpétuellement. Que son esprit doit être vide et lugubre. Rêvez-vous jamais, Ayrton ? Et alors, de quoi rêvez-vous ? Mais vous n'êtes pas capable de parler ? » Là-dessus, elle le regarda, mais lui n'ouvrit pas la bouche et ne leva pas les yeux. « Peut-être était-il en train de rêver, » continua-t-elle. « Il vient de contracter son épaule comme fait Junon. Demandez-lui, Hélène. Monsieur Ayrton va prier le maître de vous envoyer là-haut, si vous ne vous conduisez pas mieux, dis-je. Il avait contracté non seulement l'épaule, mais le poing, comme s'il se sentait tenté d'en user. Je sais pourquoi Ayrton ne parle jamais quand je suis dans la cuisine, s'écria-t-elle une autre fois. Il a peur que je me moque de lui. Qu'en pensez-vous, Hélène ? Il avait commencé un jour d'apprendre à lire tout seul, puis, parce qu'il j'ai ri, il a brûlé ses livres et abandonné son étude. N'a-t-il pas été bien stupide ? N'avez-vous pas été bien méchante ? Répondez à cette question. Peut-être, mais je ne croyais pas qu'il aurait été si sot. Si je vous donnais un livre, le prendriez-vous maintenant ? Je vais essayer. Elle lui mit dans la main celui qu'elle lisait en ce moment. Il le lança au loin et grommela que, si elle ne cessait pas, il lui tordrait le cou. Bon, je le mets là, dans le tiroir de la table, et je vais me coucher. Puis elle me dit à l'oreille d'observer s'il y touchait et s'en alla. Mais il ne s'en approcha même pas, ce que je lui annonça le lendemain matin, à son grand désappointement. Je vis qu'elle était peinée de sa maussaderie et de son indolence persistante. Sa conscience lui reprochait de l'avoir arrêtée dans ses tentatives pour s'améliorer soi-même, et c'est bien ce qu'elle avait fait en réalité. Mais son ingéniosité se mit à l'œuvre pour réparer le mal. Pendant que je repassais, ou que j'étais occupée de quelques autres besognes sédentaires que je n'aurais pu faire convenablement dans le petit salon, elle apportait quelques jolis livres et me le lisait tout haut. Quand Ayrton était là, elle s'arrêtait en général à un passage intéressant et laissait le volume ouvert. Elle répéta plusieurs fois cette manœuvre, mais il était têtu comme une mule et refusait de mordre à l'hameçon. Si le temps était pluvieux, il se mettait à fumer avec Joseph. Ils restaient assis, comme 2 automates, de chaque côté du feu. Le plus vieux, heureusement, trop sourd pour comprendre les vilaines sottises de Catherine, comme il aurait dit, le plus jeune faisait de son mieux pour avoir l'air d'y être indifférent. Par les belles soirées, Ayrton partait pour ses expéditions synégétiques. Catherine bâillait, soupirait et m'importunait pour que je lui parlasse. Puis dès que je commençais, elle se sauvait dans la cour ou dans le jardin. Comme dernière ressource, elle pleurait et disait qu'elle était lasse de l'existence. Sa vie était inutile. Monsieur Heathcliff, qui devenait de plus en plus insociable, avait à peu près banni Earnshaw de la pièce où il se tenait.
Au début de mars, à la suite d'un accident, le jeune homme fut confiné dans la cuisine pendant quelques jours. Son fusil avait éclaté alors qu'il était seul sur les hauteurs. Un éclat lui avait entaillé le bras, et il avait perdu beaucoup de sang avant d'avoir pu regagner la maison. Il se vit donc, bien malgré lui, condamné au camp du feu et au repos jusqu'à sa guérison. Sa présence dans la cuisine parut plaire à Catherine et, en tout cas, lui fit détester plus que jamais sa chambre du haut. Elle m'obligeait à lui trouver de l'ouvrage en bas pour pouvoir m'y accompagner. Le lundi de Pâques, Joseph alla à la foire de Gimerton avec des bestiaux. L'après-midi, j'étais occupée à repasser le linge dans la cuisine. Earnshaw morose, comme à l'ordinaire, était assis au coin de la cheminée et ma petite maîtresse tuait le temps en faisant des dessins sur les vitres de la fenêtre. Elle variait ses distractions en chantonnant de temps à autre. Elle laissait échapper des exclamations et de rapides regards d'ennui et d'impatience dans la direction de son cousin, qui fumait imperturbablement, les yeux fixés sur la grille. Comme je lui faisais observer qu'elle me cachait le jour, elle se dirigea vers le foyer. Je ne prêtais que peu d'attention à ses mouvements, quand tout à coup, je l'entendis qui disait « J'ai découvert, Ayrton, que je désire, que je suis heureuse, que je voudrais que vous fussiez mon cousin maintenant, si vous n'étiez pas devenu si désagréable et si bourru avec moi. » Ayrton ne répondit pas. « Ayrton, allez-vous-en » grogna-t-il avec une implacable brutalité. « Laissez-moi prendre cette pipe, » dit-elle. Elle avança prudemment la main et la lui retira de la bouche. Avant qu'il eût pu essayer de l'attraper, la pipe était en morceaux et dans le feu. Il lança un juron et en prit une autre. « Attendez, » reprit-elle, « il faut que vous m'écoutiez d'abord. Je ne peux pas parler au milieu de ces nuages qui voltigent dans ma figure. »« Allez au diable !» s'écria-t-il d'un ton féroce. « Et laissez-moi en paix. »« Non, je n'irai pas. Je ne sais comment m'y prendre pour vous faire parler. Vous êtes déterminé à ne pas comprendre. Quand je vous appelle imbécile, c'est sans conséquence. Cela ne veut pas dire que je vous méprise. Allons, il ne faut pas que vous m'ignorez, Ayrton. Vous êtes mon cousin et vous devez me reconnaître pour votre cousine. Je ne veux rien avoir à faire avec vous et votre sale orgueil et vos farces de démons. J'irai en enfer, corps et âme, plutôt que de regarder encore de votre côté. Allons, écartez-vous de la grille à l'instant. » Catherine fronça le sourcil et se retira vers la fenêtre en se mordant les lèvres. Elle essaya, en fredonnant un air fantasque, de cacher l'envie de pleurer qui la gagnait. « Vous devriez vivre en bon terme avec votre cousine, monsieur Ayrton, interrompis-je, puisqu'elle se repent de ses impertinences. Ce serait excellent pour vous. Sa compagnie fera de vous un autre homme. » « Sa compagnie ? Quand elle me déteste et ne me juge pas digne de nettoyer ses souliers ? Non. Quand je devrais y perdre un royaume, je ne voudrais pas me déshonorer en recommençant à quitter ses bonnes grâces. »« Ce n'est pas moi qui vous déteste, c'est vous qui me détestez, » dit en pleurant Catherine, qui ne cherchait plus à cacher son émotion. « Vous me haïssez autant plus que M. Heathcliff me hait, et même plus. Vous êtes une damnée menteuse. Pourquoi alors l'ai-je mis en colère en prenant 100 fois votre parti, et cela quand vous vous moquiez de moi, que vous me méprisiez et continuez à m'ennuyer, et je vais là-bas dire que vous m'avez rendu le séjour de la cuisine intenable. »« Je ne savais pas que vous aviez pris mon parti, » répondit-elle en séchant ses larmes. « J'étais méchante et cruelle pour tout le monde. Mais maintenant, je vous remercie, et je vous demande de me pardonner. Que puis-je faire de plus ?» Elle revint près du foyer et lui tendit franchement la main. Le visage de Ayrton s'assombrit et se couvrit d'un nuage chargé d'orage. Il tenait les poings résolument fermés et le regard fixé sur le sol. Catherine dut deviner d'instinct que c'était une obstination perverse et non de l'animosité qui lui dictait cette attitude farouche, car, après être restée un instant indécise, elle se pencha et lui mit un léger baiser sur la joue. La petite coquine croyait que je ne l'avais pas vue. Elle recula et reprit sa place près de la fenêtre, avec un air de sainte Nitouche. Je secouai la tête en signe de reproche. Elle rougit et me dit à l'oreille : « Mais qu'aurais-je dû faire, Hélène ? Il ne voulait pas me donner la main. Il ne voulait pas me regarder. Il faut bien que j'arrive à lui montrer que j'ai de l'affection pour lui, que je veux que nous soyons amis. » Ce baiser convainquit-il Ayrton ? C'est ce que je ne saurais dire. Il eut grand soin, pendant quelques minutes, de ne pas laisser voir son visage, et quand il releva la tête, il était fort embarrassé de savoir de quel côté tourner les yeux. Catherine s'occupa à envelopper proprement dans du papier blanc un beau livre, et, l'ayant attaché avec un bout de ruban, il mit comme adresse « Monsieur Ayrton Earnshaw », puis me pria d'être son ambassadrice pour porter ce présent au destinataire. Et dites-lui que, s'il consent à le prendre, je viendrai lui apprendre à le lire correctement, que s'il le refuse, je vais monter et que je ne le taquinerai plus jamais. Je portai le paquet et répétai le message, surveillé avec inquiétude par ma maîtresse. Ayrton ne voulut pas desserrer les doigts, de sorte que je dus poser le livre sur ses genoux. Mais il ne le repoussa pas non plus. Je retournai à mon ouvrage. Catherine conserva la tête et les mains appuyées sur la table,
jusqu'à qu'elle entendit le léger bruissement du papier qui enveloppait le volume. Alors elle s'approcha en catimini et s'assit tranquillement à côté de son cousin. Il tremblait et sa figure brillait. Toute sa rudesse et sa dureté hargneuse avaient disparu. Il n'eut pas tout d'abord le courage de proférer une syllabe en réponse à son regard interrogateur et à la demande qu'elle murmura. « Dites que vous me pardonnez, Ayrton, dites-le. Vous pouvez me rendre si heureuse par ce simple petit mot ?» Il marmotta quelque chose que je ne pus entendre. « Et vous serez mon amie ?» ajouta Catherine. « Non, vous auriez honte de moi tous les jours de votre existence. D'autant plus de honte que vous me connaîtriez mieux, et ce serait insupportable pour moi. »« Alors, vous ne voulez pas être mon amie ?» dit-elle avec un sourire doux comme le miel et en se glissant tout près de lui. Je n'entendis plus de conversation distincte, mais, en me retournant, j'aperçus penchés sur la page du livre accepté 2 visages si radieux que je ne doutais pas que le traité n'eût été ratifié des 2 parties, et les ennemis furent, dès lors, fidèles alliés. L'ouvrage qu'il examinait était plein de très belles illustrations, dont le charme, joint à celui de leur position, les tint immobile jusqu'au retour de Joseph. Le pauvre homme fut complètement abasourdi à la vue de Catherine assise sur le même banc que Ayrton Earnshaw, la main appuyée sur son épaule et stupéfait de la manière dont son favori supportait ce voisinage. Il en fut tellement affecté que de toute la soirée, il ne fit pas une seule observation à ce sujet. Son émotion ne se révéla que par le profond soupir qu'il poussa quand il posa solennellement sa grande Bible sur la table et la recouvrit de malpropres billets de banque tirés de son portefeuille, produit de ses transactions de la journée. Il finit par appeler Ayrton qui se leva. « Porte ces billets au maître, mon gars, » dit-il en restant là-bas. « Je monte dans ma chambre. Cet endroit-ci n'est point décent ni convenable pour nous. Il faudra déménager et chercher un autre. »« Allons, Catherine, déclarai-je, il faut déménager nous aussi. J'ai fini mon repassage. Êtes-vous disposée à monter ?»« Il n'est pas 8 heures, » répondit-elle en se levant à contre-cœur. « Ayrton, je laisse le livre sur la cheminée et j'en apporterai d'autres demain. »« Les livres, vous les surveillez ? Je les porterons dans la salle, dit Joseph. Et vous serez bien chanceuse si vous les retrouvez. Ainsi, faites ce qui vous plaira. Cathy menaça de faire payer la bibliothèque de Joseph par la sienne, puis passa devant Ayrton avec un sourire. Elle monta l'escalier en chantant, le cœur plus léger, j'ose le dire, qu'elle ne l'avait encore jamais eu sous ce toit, sauf peut-être durant ses premières visites à Linton. L'intimité ainsi commencée se développa rapidement, malgré les interruptions momentanées qu'elle subit. Un simple désir ne pouvait suffire à civiliser Earnshaw, et ma jeune dame n'était ni un philosophe, ni un paragon de patience. Mais comme leur esprit était tourné vers le même objet, l'une aimant et désirant de pouvoir estimer, l'autre aimant et désirant de pouvoir être estimé, ils arrivèrent finalement à l'atteindre. Vous voyez, monsieur Lockwood, qu'il était assez aisé de gagner le cœur de madame Heathcliff. Mais maintenant je me réjouis que vous ne l'ayez point essayé. L'union de ces 2 êtres sera le couronnement de mes vœux. Je n'envierai personne le jour de leur mariage, et il n'y aura pas en Angleterre une femme plus heureuse que moi.